l'intelligence artificielle est en train de redéfinir en profondeur les modèles économiques dans de nombreux secteurs et le secteur du divertissement est particulièrement impacté. Connected Mate. De la création à la distribution, en passant par la monétisation, l'IA semble redessiner la chaîne de valeur traditionnelle, la chaîne de valeur classique. Les créateurs, les scénaristes, les compositeurs, les acteurs, les caméramans, les trucs qui se retrouvent face à une concurrence inédite. Les algorithmes sont capables de produire des œuvres de manière rapide et économique. C'est ce qu'on verra dans cet épisode du podcast enregistré en direct sur TikTok avec les participants à ce direct. Qu'est-ce que ça change dans la place des créateurs dans la chaîne de production? Ça change quoi pour eux? Quels seront les nouveaux équilibres? Qui contrôlera les nouveaux outils? Et comment la valeur va être, elle, partagée à l'ère de l'IA? Quels impacts sur la chaîne de distribution? Quels impacts chez les consommateurs de divertissement que nous sommes, vous et moi? Voici quelques-unes des questions passionnantes pour l'avenir du divertissement que nous allons notamment aborder tous ensemble aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce live collaboratif, interactif, conversationnel. Avec moi, je ne suis pas venu tout seul ce soir, mes amis de la Redacroom, de la rédaction. Tout d'abord, Charles Nastorg, on présente un peu le personnage. C'est une présentation des personnages en live ou en backstage. On a aussi notre ami Christian Bellala avec un filtre sinon rien. On va voir s'il arrive. Il a un peu de retard dans ce live, peut-être qu'il va nous rejoindre. On a aussi Jean-Emmanuel Serré, et c'est un designer qui n'est pas assez industriel d'après lui, mais toujours à l'écoute. Et Alice, c'est une historique, elle est consultante marketing et digital, prof de com, très engagée dans diverses actions solidaires permises grâce au digital. On va les saluer. Bonjour mes amis, bonjour à toi Alice. Salut PPC. Ravi de te retrouver pour ce live un peu particulier sur TikTok. On le fait en audio only, on va voir ce que ça donne. Voilà, on innove un petit peu. Test and learn. Test and learn, comme as always, comme on dit, parce que moi, c'est les test and learn que j'adore depuis qu'on a monté. Il y a maintenant, on est quoi, 7 ans? Ça fait 7 ans qu'on a monté ces épisodes un peu fous. On teste des technologies et puis on essaie de les prendre d'une autre façon. Bonjour à toi aussi, 4 lettres, votre ami Jean-Emmanuel Serré. Bonsoir à toi. Salut BPC, bonjour tout le monde, ça va? Ravi, ça va très très bien. Et puis bonjour aussi à notre ami Charles Nastorg. Salut Charles. Salut PPC. Ravi de t'accueillir aussi à bord. Et puis merci à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous dans ce direct. On compte sur vos commentaires. Et puis certains d'entre vous, si vous avez envie de parler dans le micro, voilà, vous êtes OK pour être enregistré, n'hésitez pas à en faire la demande. On aura un grand plaisir à vous faire monter à bord. Alors, l'IA, vous le savez, ça transforme tout. Ça transforme dans ce domaine du divertissement, ça transforme tout, de la création à la distribution des contenus. Ça impacte les acteurs traditionnels et puis les nouveaux entrants. On va regarder de plus près comment ces transformations se manifestent concrètement dans les différents secteurs de divertissement, que ce soit le cinéma, la musique, on va passer par les jeux vidéo bien entendu, on parlera aussi des podcasts. Bref, avec l'IA, il est possible de créer des contenus hyper personnalisés pour chaque utilisateur. Quelles implications est-ce que ça a sur la manière dont les contenus sont conçus et diffusés? Est-ce que la fin des contenus standardisés, est-ce que c'est la fin de ces contenus standardisés? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle où les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux utilisent des IA pour créer des films ou des chansons entièrement personnalisées pour chaque utilisateur, et ça en temps réel? Ça serait quoi les impacts sur les industries du cinéma, de la musique, de l'événementiel et du spectacle en général? Alice, tu as le micro. Je voulais commencer par faire un point, donc on va parler de divertissement, donc côté télévision, et voir un peu quel pouvait être l'impact sur la production télévisuelle et aussi sur les publicités à destination de l'audience. Donc côté production télé, l'intelligence artificielle a et aura un impact qui sera croissant tant au niveau créatif qu'opérationnel. D'un point de vue technique, l'IA peut éditer des vidéos en fonction des besoins des producteurs. Donc ça inclut le découpage des scènes, l'ajustement des couleurs, la correction sonore, la génération de résumés ou de bandes-annonces. Ça peut aussi être utilisé pour la création des effets spéciaux. Côté organisation, l'IA peut optimiser la planification des tournages selon les dispos des acteurs ou selon les conditions météorologiques. Enfin, on pourrait donner plein d'exemples, mais elle peut intervenir sur plein de points relatifs à la logistique. Et si on regarde côté création pure de contenu et scénarisation, l'IA peut générer des scripts ou des idées pour des histoires. En analysant des grandes bases de données de scénarios, l'IA peut proposer des intrigues ou aider à structurer des récits.
L'IA peut également adapter des contenus pour différents publics ou proposer des dialogues optimisés pour correspondre à des émotions ou à des styles spécifiques. Et en analysant les habitudes de consommation des téléspectateurs, en utilisant l'analyse d'émotions sur les réseaux sociaux, l'IA peut anticiper les tendances, suggérer des types d'émissions susceptibles de rencontrer le succès. Et on peut imaginer que l'IA va de plus en plus aider à personnaliser l'expérience des téléspectateurs en créant des versions légèrement différentes, même d'un même programme, selon les préférences individuelles, que ce soit en modifiant le montage ou même en adaptant certains dialogues ou visuels. Ouais, donc ça, on voit effectivement que ça change pas mal de choses côté production, hein, côté opérationnel. Du côté de la pub à la télé, qu'est-ce que ça peut changer? Alors côté pub aussi, l'impact il va être très grand, notamment en complément de la TVS. Donc la TVS, c'est la télévision segmentée, qu'on appelle aussi la télévision adressable, et qui permet d'ores et déjà, hein, pas que sur les smart TV, grâce aux opérateurs et aux chaînes, d'adresser des publicités spécifiques à des cibles. Donc la télé segmentée, pour contextualiser, ça a été lancé début 2020 et ça a dépassé vraiment là le stade expérimental, hein. On parle de 9 millions de foyers éligibles à aujourd'hui et 10 millions qui le seront début 2025. Donc ça s'inscrit déjà dans les stratégies média planning des marques. Et la télé segmentée, elle va permettre donc en linéaire, hein, pas en replay ou en preview, mais bien en live, de n'adresser ses pubs qu'aux bonnes personnes, d'éviter ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus. C'est-à-dire qu'un fabricant de piscine, il souhaite d'abord s'adresser à des gens qui ont des jardins. Celui qui vend des croquettes pour chats, il veut d'abord pouvoir être vu par quelqu'un qui a des chats. Et donc là, c'est des exemples assez basiques, mais la TVS et l'IA vont permettre d'ores et déjà un meilleur ciblage des téléspectateurs grâce à l'analyse de grandes quantités de données sur les comportements, les préférences des utilisateurs, au-delà des données sociodémographiques et géographiques. Si on regarde par exemple chez TF1, il y a déjà plusieurs centaines de segments de ciblage. Il y a déjà des milliers de campagnes, plus de 1500 qui ont été réalisées et plus d'1,4 milliard d'impressions qui ont été délivrées. Donc la dynamique est très forte et il y a une augmentation de 46% en un an. Et dans le futur, l'IA continuera de permettre de personnaliser les publicités et on peut imaginer même que ça ira beaucoup plus loin avec un hyper ciblage en temps réel selon qui la famille regarde, selon le multi-écran, faire des visuels personnalisés. Un peu comme il y a déjà les miniatures Netflix par exemple, mais en vidéo, des modèles prédictifs, une coordination sensorielle par exemple qui va jouer avec l'éclairage, les haut-parleurs, selon l'analyse faciale. Donc après, selon ce que le RGPD permettra, s'il n'y a pas d'enregistrement des données, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et le meilleur comme le pire, est-ce que par exemple, il n'y aura pas de l'intégration d'images perso déjà partagées en ligne, à savoir si c'est une utopie ou une dystopie? Ouais, RGPD mon amour. Et puis il y a aussi l'IA Act qui pointe son nez, qui va sûrement mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Nous a rejoint notre ami Christian Bellala. Ouais, il est arrivé un petit peu en retard pendant ce live qu'on enregistre pour un épisode de podcast. Christian, toi qui connais bien ce monde de l'entertainment, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Oui, bonjour à tous et à toutes. Écoute, Alice nous a fait rêver. Ça, c'est bien, juste en l'écoutant, elle nous fait rêver vraiment dans ce qu'est l'IA et c'est vrai que ce que ça pourrait être, parce que c'est vrai que c'est actuellement que ça se passe. Alors c'est vrai que moi, j'aimerais rebondir sur le divertissement, donc entertainment et c'est vrai que ce n'est pas nouveau, ça a toujours suivi l'évolution technologique et c'est vrai que là, avec l'intelligence artificielle, les IA intelligence artificielle générative là, qui fait fureur là, ces 3 dernières années, donc c'est des évolutions technologiques qui ont toujours été, au cours de l'évolution de l'homme, hein. On peut remonter de là, je vais faire, très imagé, mais très, 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 très loin, à l'homme des cavernes et même avant. Déjà à l'époque, le divertissement, on peut dire que la technologie y a joué. Donc, l'époque du bois, l'époque, de la pierre. Donc déjà, donc il y avait du divertissement autour. Quand il y a eu le feu, donc on se regroupe autour d'un feu, ce qui est aussi culturel. Donc c'est là aussi que le feu a amené aussi des réunions et a permis, de raconter les histoires, de les faire perdurer et puis pas seulement historique, mais aussi du divertissement. Et au fur et à mesure de la technologie, ça a évolué avec les évolutions technologiques, donc l'électricité, l'électronique est arrivée. Et c'est vrai que maintenant, donc je vais raccourcir quand même, parce que je pense qu'on en a pour 3 jours, si on fait toutes les technologies sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité, c'est que là, on est arrivé sur l'intelligence artificielle. Et je pense que là, ouais, c'est vrai qu'on est où tout s'accélère, ça va de plus en plus vite.
Et on arrivait encore à voir, il y a pas très longtemps, des limites dans la technologie et c'est vrai que là, on n'a plus de limites parce que c'est vraiment de la surenchère et puis moi, je reviens sur ce que disait Alice et c'est vrai que ça nous fait rêver, tout à fait dedans dans le divertissement. Ouais, bien vu. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Et là, quand il n'y a pas de limite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais poser la question à notre ami Charles. Salut Charles. Salut PPC. Quand il n'y a plus de limites, il nous reste encore les mots. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point ça va devenir de plus en plus important de bien savoir s'exprimer et construire les idées, notamment avec les prompts. Pour ceux qui connaissent pas encore ce terme, c'est la manière dont on fait une requête auprès d'une IA, une question comme on ferait dans une recherche Google, sauf que là, on a une intelligence sur les IA génératives qui est plus forte. Et c'est intéressant de voir le IA et divertissement, la grande illusion. Le titre a été très bien recherché, bravo PPC. Et justement, sur le terme divertissement, aujourd'hui, on l'associe beaucoup au fait de plaisir et d'amusement, mais comme tu disais, Christian, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, bien évidemment, on a sorti nos bons vieux Robert papier d'ICO. Alors, au tout début, c'était détourner d'une préoccupation, divertir quelqu'un de ses ennuis. Donc, il y avait une notion d'essayer de pouvoir s'éloigner du côté négatif. Et peu après, dans le monde moderne, ça a été l'inverse. On distrait en amusant, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à vous éloigner de vos ennuis, mais on cherche à vous attirer par le côté ludique. Et donc, c'est intéressant de se dire que demain, comme l'évoquait Alice, avec l'IA qui va permettre d'accélérer cette production, est-ce que finalement l'IA l'IA ne va pas permettre au divertissement de nous arracher un peu plus encore à nos vies, à nos préoccupations? La réponse est certainement oui, mais après, c'est de voir si la grande illusion va être parfaite comme on le voit dans certaines dystopies, ou si on va encore avoir un petit peu de libre arbitre. Ouais, on va creuser ce sujet de la grande illusion. C'est Phébos qui est dans la room en direct, là, qui nous dit, bon, le titre de cet épisode, c'était IA et divertissement, la grande illusion. Il nous dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Pour l'instant, vous êtes très techno-optimiste. On va revenir sur ces sujets. Je vais donner le micro à Jean-Emmanuel. On va parler des enjeux de création et de design. Et puis après, c'est promis, Phébos, on prend le sujet. Yes, on va. C'est vrai que moi, avant de parler un petit peu d'enjeux, je voulais cerner un petit peu plus les enjeux avec par rapport au design, mais aussi par rapport aux créateurs, tous ceux qui sont, c'est-à-dire ces derniers jours, là, il y a une loi qui est passée en Californie qui visait à protéger finalement les acteurs qui ont pas mal fait grève à Hollywood parce que il y avait beaucoup de contrats qui arrivaient en disant on va on a le droit d'utiliser votre voix quel que soit une fois qu'on a capté on peut réutiliser votre voix à l'envie donc c'était vraiment un gros je sais pas si on peut appeler ça un hack mais c'était un gros tournant. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je trouvais quand même que il y a véritablement des enjeux par rapport à ça, et puis il y a aussi des enjeux de taille parce que il y a des choses que je trouve intéressantes, c'est de voir tout ce qui a été mis en avant par Netflix pour capter pour capter l'attention, pour faire en sorte qu'on puisse t'aider à choisir des choses que tu aimes déjà ou des choses que tu as déjà vues ou par rapport à ce que tu as vu, tout ça. Et je trouvais ça super intéressant. Et puis en fait, c'est aussi la loi de l'attention, et on parlait un peu des deepfakes. Et moi, je voulais parler aussi, un truc de l'attention, c'est la pornographie qui, en fait, lorsque c'est un marché, c'est quand même un marché qui est très De taille. de taille, oui, voilà, ouais, j'ai failli dire très juteux, mais bon, voilà. Je me suis dit que voilà, c'était quand même intéressant de voir que c'est une industrie qui reste toujours à la pointe, qui a évolué avec l'AR, la VR, qui a généré beaucoup de choses par rapport. Il y a eu beaucoup de deepfakes de faits. En gros, en 3 ans, je crois qu'on est passé de 3000 à 21 000 deepfakes. Donc tout ça, c'est intéressant, ça peut faire peur. On a des outils qui nous permettent d'avoir des choses de plus en plus rapidement.
C'est peut-être aussi la possibilité pour chacun de créer son programme tel qu'il le veut, tel qu'il le souhaite, avec son histoire. Et voilà, ça c'est. Alors, est-ce que c'est de la dystopie, est-ce que c'est de l'utopie? Je sais pas. Ce sera à vous de décider. Mais je trouve que voilà, on a cette possibilité-là de se raconter des choses à soi. Si vous voulez causer dans le micro avec nous, alors pour l'enregistrement de cet épisode du podcast, n'hésitez pas à en faire la demande. Vous qui êtes en direct en ce moment sur TikTok, on aura grand plaisir à entendre votre voix. N'hésitez pas, ça nous fera vraiment plaisir. Bonsoir à toi. Quels sont les enjeux que tu vois derrière cette thématique d'IA et divertissement? Et en fait, c'est pour ça que de façon provocatrice, je disais la grande illusion, parce qu'en fait, là, on parle des potentialités de l'IA. Aujourd'hui, on voit tous des trucs, des vidéos assez bluffantes arriver, mais il faut quand même le ramener à ce que c'est aujourd'hui. Pour l'instant, c'est des short clips, quoi. C'est vraiment des petites images, des petites vignettes qui sont animées. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de talent à la matière, des graphic designers qui arrivent en fait à en monter des historiettes. Le dernier exemple qu'on a vu, c'est avec le clip de MC Solar entièrement généré par IA. Mais ça reste encore très rudimentaire. Et donc ça nous ouvre un champ et des promesses dingues, mais aujourd'hui, il faut quand même dire ce qui est, on n'y est pas du tout. Et il y a une question qui a été un peu soulevée dans les commentaires, c'est les droits derrière ça. En fait, le procès n'est toujours pas terminé de comment est-ce qu'on a entraîné ces modèles, dans quoi est-ce qu'on a puisé pour les constituer, et tout ça, c'est des contenus qui appartiennent à des gens, qui ont été pillés et pour entraîner des moteurs. Et aujourd'hui, les images qui sortent de ces IA, on ne sait toujours pas si en fait on a vraiment le droit de les utiliser et encore plus de les utiliser commercialement. Donc voilà, je jette un peu un pavé dans la mare. Mais, c'est bien. C'est pour ça que la grande illusion, je trouve que le titre est très bien choisi. Parce que est-ce qu'on va avoir le droit de faire quoi que ce soit? Et qui, tu vois, aujourd'hui, je te rejoins. Est-ce que c'est une grande arnaque finalement, Christian? C'est ce que tu es en train de nous dire? C'est un peu le sujet. Tu dis pas ça, vas-y. Tout ça a quand même été construit sur le dos de créateurs. Donc on dit, on va mettre à nouveau des outils à disposition des créateurs, mais si c'est sur le dos des autres, je pense on se mord un peu la queue. Ouais, c'est là où je qualifie ça un peu d'arnaque, parce que ça veut dire qu'il y a bien des gens qui sont spoliés dans cette histoire à ce stade, sauf si on arrive à trouver des arrangements, mais c'est vrai que ça a été fait un peu sur le dos de ceux qui ont proposé et mis des contenus en grande disponibilité. Je pense qu'on a le même sujet, je pense, sur les aspects YouTube et autres. Enfin, il faudra prouver qu'ils n'aient pas entraîné leur moteur. Pour rebondir un petit peu, je voudrais passer peut-être le micro à Alice, justement, peut-être sur ces enjeux d'originalité, en fait. Juste avant, j'aimerais bien revenir effectivement sur ce qui a été dit et sur le fait, sur la grève, notamment qui avait été abordée là du syndicat de SAG-AFTRA, donc aussi bien ce qui regroupe les acteurs, mais les artistes de radio, et ça s'est répandu après sur tout ce qui était jeux vidéo, et que sur les 25 revendications qui avaient été faites dans le cadre de cette grève, il y avait 24 qui avaient vite trouvé un accord, sauf celle sur l'IA, parce que justement, il y a une vraie problématique juridique et qui n'est pas encore réglée. Donc, voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Autrement, sur le côté personnalisation, ou tout du moins les enjeux d'originalité, moi je pensais aussi à tout ce qui est en termes de marque, de contenu de marque, donc l'ADN de marque entre guillemets. Tout à l'heure Charles nous parlait des prompts, et c'est vrai qu'on peut aussi se demander si tout le monde, ou si tous ceux qui produisent utilisent les mêmes prompts sur les mêmes IA, est-ce qu'au final tout va finir par se ressembler? Donc c'est vrai qu'il risque d'y avoir un problème d'homogénéité si les mêmes prompts sont utilisés de manière répétitive, car les IA généreront des résultats toujours à peu près similaires. Et donc pour éviter ça, il faudra créer des prompts réellement personnalisés où les créateurs vont vraiment intégrer leur style, leurs expériences, leurs perspectives, s'ils veulent se démarquer. Donc ça va aussi obliger ceux qui promptent à savoir retranscrire les idées des créatifs, voire à travailler main dans la main.
Et c'est pas impossible d'ailleurs qu'on assiste de par ce fait à une valorisation accrue de tout ce qui sera fait manuellement, enfin à l'ancienne, fait main, car ils vont offrir une authenticité, une humanité que les IA justement pourront plus difficilement reproduire, et ça pourrait même devenir un marqueur de distinction face à l'automatisation, un peu comme pour le Made in France versus le monde ou le fait main versus par des machines, on aura du fait par des humains. Le fait par des humains, le vrai luxe en fait. Peut-être que ça sera ça. On verra. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure parce que Le vrai luxe, on a nouveau luxe. le nouveau luxe, ouais, le fait par des humains. Ouais, c'est pas mal ça. On en parlera tout à l'heure parce on a quelques exemples aussi, notamment au niveau des podcasts. Le micro à Charles. Tiens, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Charles? Je rejoins l'inquiétude de Christian et on va le voir, c'est-à-dire qu'on a et c'est là où le titre est intéressant, c'est que on a beaucoup de choses un peu optimistes aujourd'hui, actuellement, sur les capacités qu'on va développer. Mais en revanche, il y a tout ce qui est comment dire, la zone un peu sombre et pour l'instant un peu grise sur les droits, sur les ayants droit et sur finalement à qui profite le crime. On en avait parlé dans un précédent sujet sur la propriété intellectuelle de ce qui est fait. On voit qu'aujourd'hui aux États-Unis, ce qui est produit par une IA n'appartient à personne, enfin ne pourra pas être en tout cas soumis aux droits d'auteur. Ce sont des discussions qui sont toujours en cours, mais pour l'instant, ce qui n'est pas fait, made in humain, comme disait Alice, ce n'est pas reconnu pour avoir des droits d'auteur et toute la mécanique qui va avec. Mais dans le divertissement, on va le voir tout à l'heure avec d'autres exemples, notamment celui du podcast dont tu parles, PPC, mais ça va aller encore plus loin dans le principe où est-ce qu'on est en train de faire du divertissement ou est-ce qu'on est en train de faire un placement un nouveau levier financier, sans trop en dire, déguisé en amusement? Même pur divertissement, mais juste en amusement. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, même la nature même du divertissement. Est-ce qu'on est en train de regarder un divertissement ou est-ce qu'on va être en train de regarder une pub ou un film, une vidéo promotionnelle pour promouvoir peut-être des idées, des programmes, des choses comme ça? Ouais, alors moi j'ai quand même l'impression, quand je rebondis sur ton sujet enfin, regarder un divertissement, c'est vrai qu'aujourd'hui le divertissement, on est plutôt consommateur. Et moi je me dis peut-être qu'avec l'IA, ça peut nous amener aussi à remonter un petit cran, d'être peut-être acteur et non pas juste simplement affalé devant notre télé, à regarder les choses. Donc c'est peut-être aussi l'opportunité pour l'IA de nous remettre dans une dynamique. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Christian, toi qui connais bien l'univers des médias, c'est possible ça ou on en est très loin? Alors c'est déjà possible avec les algorithmes, mais ce ne sont pas des intelligences artificielles, mais c'est vrai que ça va très vite, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est vrai que donc ça suit les évolutions, et surtout par rapport aux usages. C'est vrai que du coup je reviens dessus, c'est vrai que c'est des usages aussi qui évoluent en même temps et c'est une boucle infernale, hein. C'est, pire que du design thinking. C'est vrai que c'est vraiment une boucle d'apprentissage et ça fait que reboucler. À titre d'exemple, un truc qui est très ancien, la chasse, du coup c'était pour survivre. Maintenant c'est devenu un divertissement, donc c'est vrai que là c'est une évolution d'usage. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. Et c'est vrai que pour le divertissement, tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, je vois très bien donc, des pistes au niveau de la santé pour le divertissement, donc pour accompagner et puis améliorer aussi les dangers du divertissement. C'est vrai que là, on est sur des algorithmes. On connaît très bien la plateforme où nous sommes actuellement en train d'échanger agréablement sur le sujet. Donc c'est vrai, c'est très addictif et ça peut isoler. Donc c'est vrai que peut-être, donc là actuellement il y a des algorithmes qui essayent de parer là pour installer, surtout des algorithmes qui essayent de maintenir de plus en plus l'attention, donc c'est vrai que c'est un isolement. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra aller au-delà des algorithmes actuels et prévenir et accompagner là-dessus sur une stimulation cognitive qui soit pas juste de l'attention prise, du temps qui est pris et de participer à l'isolement social, mais faire l'inverse, de rendre le contraire de dépendant en fait, voilà, tout simplement. Donc il y aura certainement des impacts sur la santé psychique et physique, je pense. En tout cas, je l'espère, mais j'en reste convaincu. Ouais, et on a pas mal de commentaires d'ailleurs. Guillaume qui nous dit des choses intéressantes. Le principe du droit d'auteur est récent, peut-être qu'il va évoluer vers autre chose. Je voudrais poser la question à l'autre Christian. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Christian? Toi qui connais bien les médias aussi. La remarque de Guillaume est très pertinente et notamment elle se pose beaucoup sur la presse écrite. Alors, je veux rester sur le divertissement, mais sur ce moment, le moment Gutenberg qui est en train de passer. Et je trouve que c'est pas mal de rappeler que le droit d'auteur, en fait, c'est un truc qui est tout récent, qui a 200 ans,
et qu'avant, c'était des artistes anonymes, des corporations, etc. Et c'est assez étourdissant de se dire qu'on pourrait replonger dans un univers où finalement, tout le monde vient un peu se servir dans les bibliothèques de contenu pour composer des choses à sa façon, mais sans que le droit d'auteur ne soit protégé derrière. Vu comme est construit notre économie capitaliste du divertissement, ça ne va pas aller sans poser des problèmes. Mais je trouve qu'intellectuellement, en tout cas, c'est la réflexion, comme on sait que l'IA est quand même en train de bouleverser de très nombreux cadres. Je trouve qu'il y a un truc assez excitant sur ce côté de dire, en fait, on va tous redevenir des artisans travaillant avec les mêmes outils d'IA, à chacun essayer de bâtir une œuvre dans son coin, mais qui ne nous appartiendra pas vraiment derrière. Retrouver le fait main. Tiens, je voudrais vous faire rebondir les uns et les autres aux commentaires de notre ami Patrick. Il est en direct avec nous sur TikTok, puisque ce podcast est enregistré dans les conditions du direct. Et il nous pose la question, il dit, et la création alors? L'IA est-elle un outil de création? Est-ce qu'on n'en a pas l'avoir en face de nous, une nouvelle forme de création? Jean-Emmanuel, t'en penses quoi? Écoute, moi j'en pense que je trouve qu'il y a des créations qui seront un petit peu comme des Kleenex, c'est-à-dire ça va être des choses qui vont pas durer dans le temps, ce sera juste une intention, quelque chose qui va, comme on peut avoir les stories sur Instagram qui durent 24 heures, peut-être qu'on aura des créations qui seront juste éphémères, qui n'auront d'autres valeurs que celles qu'on leur donnera. Et voilà. Et puis après, je pense que je pense que pour l'instant, le côté émotionnel, peut-être que les acteurs ont encore des beaux jours devant eux, même si quand on voit certaines choses, on se dit ça peut donner à réfléchir, mais je crois que c'est c'est à chacun de se poser cette question et de savoir s'il veut avoir du contenu qui est généré automatiquement ou avec un peu de choses, où il devient finalement l'auteur, le créateur et des choses plus hollywoodiennes, plus normées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors après, c'est le grand pas en avant. Est-ce que tout ça va changer? Peut-être que notre manière de consommer va être elle aussi différente. Donc c'est ça un peu moi les questionnements du moment, c'est-à-dire est-ce qu'il faut créer à tout prix tout le temps? Est-ce que finalement je sais pas. Moi, je me dis que parfois, l'esprit a aussi besoin de temps de repos et de se laisser aller à une certaine, oisiveté pour créer. Peut-être que plutôt que de créer à 100 à l'heure, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas mal. Alice, tu rebondis comment tu vois les choses par rapport à ce que nous dit Jean-Emmanuel? Non, oui, c'est vrai, je partage. La qualité versus la quantité, on pourrait dire en quelque sorte. Lors des préparations de l'épisode, on fait souvent plein d'extrapolations et notamment Charles était allé chercher, il nous les a dit tout à l'heure, les différentes définitions du divertissement, et on s'est demandé donc ce qu'était vraiment le divertissement. Et c'est vrai qu'il y avait cette notion au-delà de la surproduction. Là, je repense vraiment à ce que vous disiez sur la production individuelle. Il y avait la notion un peu dans le divertissement, la notion de temps libre, de farniente, et côté média de consommation passive. Et là, on voit que plus les choses avancent, plus les outils d'IA rendent la création médiatique plus accessible. Donc c'est vrai que un intervenant disait tout à l'heure que c'est pas encore parfait, mais on voit quand même des progrès. C'est assez hallucinant à quel point ça avance vite. On va voir encore d'autres exemples tout à l'heure, mais pourtant, je pense que seule une minorité d'humains s'investira massivement quand même dans la création de manière régulière. Au moins, tant que ce ne sera pas complètement scripté et que beaucoup préféreront certainement consommer du contenu déjà créé ou généré pour eux, sans intervention, ou alors une intervention minime de leur part, parce que créer, même avec des outils simplifiés, ça demande de l'énergie, du temps et puis une certaine motivation. Donc, bien sûr qu'il y a des créatifs passionnés qui s'emparent de ces outils et qui vont s'en servir pour exprimer leur individualité et qui vont continuer de s'en emparer. Mais pour beaucoup, je pense que le plaisir viendra probablement plus de l'exploration et de la consommation passive des créations et pas forcément de la production de tout à chacun. Tu as dit un mot fantastique,
Je pense que c'est ce qui fait toute la différence quand on parle de divertissement, c'est le mot plaisir. Est-ce que ces robots, ces IA, ces maths, finalement, ne vont pas nous amener des contenus extrêmement standardisés? Je prends l'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, vous savez, c'est quand on est passé du vinyle au CD-ROM, il y avait un son qui était parfait et finalement, c'était extrêmement froid comme vecteur. Et aujourd'hui, on a peut-être le plaisir de revenir. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui sont avec nous aujourd'hui, qui n'ont pas connu le plaisir d'ouvrir un album, un 33 tours ou un 45, surtout un 33, de l'ouvrir, de sortir délicatement la galette de vinyle et puis de la poser sur un tourne-disque, on met ça comme ça, et puis d'entendre que ça croustillait. Vous voyez, ce petit plaisir-là, vous sentez, ceux qui ont connu ça connaissent le sujet. Ben, je me demande peut-être que c'est peut-être ça qu'on va avoir. On va avoir besoin d'une illusion, mais d'une illusion de vécu. Je sais pas, Christian, comment tu vois les choses? Le Christian R. Après, on posera la question Christian B. Ouais, elle n'est pas évidente. Savoir, c'est vrai on l'a déjà sur les images, je trouve beaucoup aujourd'hui. Il y a un style mid-journée qui se dégage, des images très léchées, sans déchets, sans déchets. Je vais un peu vite en besogne, mais en tout cas, il y a il y a un truc un peu désincarné qui se voit et qui se voit aussi malgré tout dans les très beaux portraits que tu peux générer sur mid-journée. Bah, finalement, tu as quand même un peu ce truc de te dire ça manque un peu d'âme. Et donc, est-ce que demain, dans les vidéos qu'on arrivera à générer, on retrouvera la même froideur, ou est-ce que on peut penser que finalement, en entraînant ça sous des centaines de millions de clichés, à la fin, tu vas quand même réussir à rendre un peu le même grain, les mêmes imperfections qui font que tu as un peu l'impression de trouver un humain. Je suis désolé, je vais rester un peu sur un plan philosophique. C'est mais, beau, c'est bien, c'est parfait. Je me demande s'il y a non, mais si finalement, dans le divertissement et dans le plaisir qu'on en tire, comme tu disais, bah, il n'y a pas aussi le côté de dire, je regarde un humain. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup de mal quand on nous parle en ce moment des influenceurs virtuels sur les réseaux sociaux qui ont des dizaines de millions de followers, qui disent, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de suivre un influenceur virtuel? Et alors, c'est peut-être un effet générationnel aussi, hein. Moi, je les appelle les On peut poupées se faire à tout. gonflables. Je les appelle les poupées gonflables. Ben, ouais, je te rejoins un peu là-dessus, quoi. C'est de se dire, en fait, c'est quoi l'intérêt? Et si demain, bah, tu es quand même ému par le jeu d'un acteur, sa sensibilité, etc., qu'il arrive à te faire passer par tout un tas de petits signes, etc., bah, en fait, tu sais que tu regardes un hologramme, enfin, ou un truc virtuel, bah, je sais pas si tu en retireras le même plaisir, la même émotion, quoi. Et j'avoue que moi, je reste encore un petit peu à la porte de ces trucs-là. Le jour où un film d'IA me fera dresser les poils, bah, peut-être que je remettrai ce jugement en question, mais pour l'instant, je reste un peu campé les pieds dans la glaise de notre humanité et du fait que ce plaisir, il passe aussi parce que tu as l'impression de regarder un alter ego en face de toi, quoi. Tiens, t'as Stéphane qui te dit qu'il pense que c'est une histoire de temps. Un bon prompt et tu verras peut-être pas la différence. Qu'est-ce qui nous permettrait de continuer à voir les différences? Tiens, Charles. Alors, juste pour rebondir, effectivement, c'est ce que je disais, les IA influenceurs, c'est très intéressant parce que on voit, il y a même là, je vois, ils en ont fait une pour la Bretagne, ce qui m'a fait sourire parce que quand tu regardes le profil, donc c'est bien explicite, hein, c'est marqué IA influenceurs, ils sont transparents, ils essaient pas de berner les gens, même si on sait que ça fait des années qu'il y a des IA qui sont là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est alors c'est peut-être aussi une perte d'humanité, d'expérience qui va changer, mais c'est pour ça que je comparais avec en disant que les IA influenceurs sont comme des nouvelles marques, parce que c'est ça, hein, ça va être une marque sur laquelle je vais m'appuyer, une image. C'est plus un logo, ça va être une personnification. Et c'est un peu comme Bébé Yoda ou Félix le chat. Vous voyez, Bébé Yoda pour ceux qui suivent les nouvelles séries Star Wars, ça a été le gros Big Bang de la nouvelle mascotte, qui a été démultiplié en plein de mèmes sur Internet et qui est devenu une référence sur laquelle, effectivement, derrière, on pouvait apposer plein de choses, si vous vouliez vendre, faire voir, etc. Et on voit même que dans d'autres séries Star Wars, à un moment donné, qui se passaient en parallèle de celle avec du bébé Yoda, ils ont essayé de ramener le bébé Yoda pour relancer l'attention des spectateurs et l'intérêt et tout ça. Donc,
Je trouve ça intéressant sur le fait que les IA vont continuer de générer, elles ne créeront rien puisque c'est nous qui allons créer. Et là où je rejoins ce que disait Christian tout à l'heure sur le fait de l'oisiveté, le prendre de temps, de poser les choses et de se dire bah tiens, j'ai pensé à ça, je vais prendre le temps que ça se pose un peu, je vais peut-être voir différents angles. Certes, l'IA générative va m'aider à trouver rapidement tous ces angles, mais l'expérience que je vais faire vivre, et je crois que c'est ce qu'on se disait tous, l'expérience que je vais vivre, je vais me mettre à la place d'un être humain. Je vais me mettre dans les chaussures de la personne qui va regarder et qu'est-ce qu'elle va vivre, qu'est-ce qu'elle va potentiellement, parce qu'on ne va pas tous ressentir la même chose, mais qu'est-ce que je voudrais leur faire vivre en commun. Et c'est intéressant parce que le cinéma est le marqueur aujourd'hui où on voit que ils ont essayé de copier-coller plein de choses. Le style Marvel en est l'exemple phare, mais il y en a plein d'autres dans le même style, où on voit que si vous n'avez pas des bons scénaristes, ce qu'une IA ne peut pas faire. Il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse le faire parce qu'il ressent les émotions, il connaît la façon de faire réagir, de faire ressentir, etc. Si vous n'avez pas un bon réalisateur et si vous n'avez pas des bons acteurs, donc là on parle que d'êtres humains, bah le film, il a beau avoir les meilleurs effets spéciaux du monde, ça restera une daube. Et il y a plein de Marvel comme ça qui ont été des daubes monstrueuses, alors que techniquement et visuellement, ils avaient des trucs qui étaient waouh. Mais parce qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes, qui ne se sont pas mis à la place en se disant je crée une œuvre d'art pour qu'elle soit appréciée, qu'elle fasse ressentir qu'il y ait une expérience, et ben derrière, c'est un bide. Et je pense qu'en fait, c'est là où je rejoins Christian quand il disait on va démultiplier le nombre de mauvaises expériences et au final on va perdre le sens de ce qu'on voulait faire vivre aux gens, si ce n'est de les mettre devant un truc qui va bêtement les abrutir. C'est là où je te rejoins sur le fait qu'il faut être spectateur. Ils seront plus acteurs même de la chose en se disant comment on va faire le héros, on va essayer d'anticiper, de voir ce qui se passe. Bah là ils vont juste avaler et puis à la fin ils en ressentiront rien. Ils vont même l'oublier quasiment aussi rapidement qu'ils l'ont vu. Christian nous a quittés, il est parti pour rejoindre une vie de famille parce que tout ça c'est du direct, c'est enregistré en direct cet épisode du podcast. Et il nous a rejoint Renaud Descodes. Ouais, bonsoir à toi Renaud qui est à fond sur TikTok en permanence. Qu'est-ce que ça t'inspire toi justement ce titre IA et divertissement, la grande illusion Renaud? Eh ben bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais, là c'est bon? C'est magnifique, ravi de te compter parmi nous. Alors, salut PPC, merci de m'avoir fait monter, salut tout le monde, j'ai juste fait fuir Christian, c'est pas cool. Non, moi je voulais apporter un tout petit peu de complexité dans ce que vous dites parce que le titre de l'émission est super bien choisi, je trouve. Par contre, on pourrait remplacer IA par à peu près tout ce qu'on veut, j'ai l'impression, dans ce que vous dites. On pourrait mettre cinéma et divertissement, la grande illusion, parce que en fait, on a des acteurs qui jouent dans des films et ils jouent le rôle de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils sont pas comme ça dans la vie. Vous parliez des influenceurs à l'instant, mais moi, ça fait des années que je peste sur les comptes Instagram de gens qui ne montrent pas du tout qui ils sont vraiment et qui nous refilent des photos léchées de leur intérieur qui sont beaucoup plus en bordel dans la vraie vie. Donc, en fait, c'est la grande illusion aussi sans IA. Idem sur les photos mi-journée où effectivement, si on les prompte un peu basiquement, normalement, effectivement, on se retrouve avec le grand défaut, un des grands défauts des IA génératives, c'est qu'il nous sort un truc qui est le fruit de la moyenne de tout ce qu'on a déjà regardé, nous, dans nos vies et de toutes les photos qui existent sur la planète, donc ça fait un truc très moyen. Par contre, il suffit de mettre un petit prompt, fais-moi une photo Snap ou une photo avec défaut dans Midjourney, et enfin, on a une photo avec des défauts, on a une photo avec le soleil dans la tronche, on a une photo qui raconte un truc, qui donne de l'émotion et qui est très différente de toutes les couvertures de magazines qu'on a à la librairie. Donc ouais, on peut effectivement y voir le fait de faire du Hanouna avec de l'IA, mais on peut aussi y voir le développement de la créativité et de retrouver, si les IA s'améliorent encore, du grain, de l'émotion, de l'expérience individuelle, et ça peut être cool aussi. Je dis pas que ce sera ça dans tous les cas, mais je dis que ça peut permettre les deux, peut-être. Ouais, merci d'avoir hacké le titre de cette émission. Ce serait bien parce que Renaud décode. Et tu as raison, tu décodes. Merci beaucoup. Non, mais je trouve super bien dans ce que tu as dit. C'est un peu comme avec les premiers utilisateurs de ChatGPT, les jeunes, qui tout d'un coup ne faisaient plus aucune faute. C'est comme ça qu'on a reconnu qu'ils utilisaient ChatGPT. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va manquer un peu de grain. Je reprends mon image avec le vinyle qui cracouille quand on l'entend. Ben, c'est peut-être l'imperfection, en fait, qui va pouvoir entretenir la magie. Alors, est-ce que la magie, c'est de l'illusion? Mais je pense que dans le divertissement, il faut toujours une partie de magie. Parce que c'est peut-être ça qu'on cherche à consommer. 4 lettres. Qu'est-ce qu'il en pense, notre ami Jean-Emmanuel?
Bah, il y a, il y a tout ça et il y a aussi, moi je vois beaucoup les mêmes éclore, beaucoup de contenus qui se ressemblent, en fait, il y a toujours ce manque je dirais ce manque de biais créatif qui fait que, quand quelqu'un fait quelque chose, il y met de son temps, de son éducation, de ce qui fait qu'il est lui. Alors que bon, quand tu promptes quelque chose, même si tu y passes du temps, il y a il y a un côté impersonnel, un peu gommé, un peu lisse, pour l'instant, je trouve on a et voilà, Dieu merci, notre humanité nous sauve et nous tient en haleine, nous fait respirer, nous montre le meilleur, parfois le pire, mais voilà, c'est la vie et je trouve que je trouve que le divertissement par le prisme de l'IA pour l'instant ça reste un peu plat. Alors il y a des trucs techniquement, je trouve ça bien, mais après on l'a vu, on l'a revu et on s'en lasse très rapidement parce que finalement on voit des choses tellement bien que finalement on devient toujours, on veut plus. On est des Monsieur Balzen en puissance. Oh, qui c'est qui a la ref là sur Monsieur Balzen? Alice, qu'est-ce que c'est Monsieur Balzen? Non, j'avoue, personnellement, désolé, j'ai pas la ref. T'as pas la ref? Par contre, c'est vrai que, Qui c'est qui a la ref? Christian, est-ce qu'il a la ref, Christian? Merci pour la question, mais non, j'en ai pas la rêve. De designer. Charles, avant qu'on passe le micro à Renaud qui a peut-être la ref. J'ai un doute, mais c'est pas un biscuit allemand, ça, ce truc, sous le Troisième Reich ou un truc dans le genre? Oh, même après le Troisième Reich, je pense. Ah, d'accord. Renaud, ça dit quelque chose, la référence à Balzen ou pas? Ah là là, ça arrive. Monsieur Plus. Ouais, bravo. Bravo. Bravissimo, c'est plutôt pas mal. Bon, je propose les amis qu'on continue ce live et merci à toutes celles et tous ceux qui sont dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous pouvez pas monter. Si vous voulez monter, c'est assez simple, vous faites une demande et puis on aura le plaisir de faire entendre votre voix. On enregistre cet épisode du podcast. Alice, on peut peut-être partir sur une séquence avec des exemples, parce que je pense que toujours illustrer des enjeux avec des exemples, c'est quelque chose qui marche le mieux. Côté cinéma, est-ce que tu vois des exemples intéressants justement sur ce divertissement et cette grande illusion avec l'IA? Et sur l'impact sur le cinéma, bah oui, sans dire tout ce qu'on a redit déjà sur l'impact l'IA sur la production, la personnalisation. J'ai deux exemples très différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle la passe beauty, le fait d'utiliser des logiciels de retouche qui masquent les imperfections ou les signes de l'âge dans les films, mais pas juste lors de certaines séquences. Donc c'était un boulot qui était fait par le technicien, l'étalonneur, mais le fait que maintenant on fasse des passes sur un film entier grâce à l'IA. Et il y a de nombreuses actrices qui demandent désormais que soit inscrite dans leur contrat qu'il y aura une passe beauty sur le film. Donc c'est pas du tout nouveau qu'il y a des retouches dans les films, mais ça l'est plus que ce soit contractualisé et qu'il y ait des logiciels boostés à l'IA qui permettent de le faire. Et donc pour ceux que le sujet intéresse, c'est très bien expliqué dans l'émission qui est repassée là cet été de Le Code a changé sur France Inter. Et très bonne émission, effectivement. Très bonne, souvent de grande qualité. Et le deuxième exemple côté ciné, il est tout frais et il fait scandale, c'est les accords, disons le partenariat qui a été officialisé là, il y a moins d'une semaine entre Lionsgate, qui est le studio derrière des franchises telles que John Wick ou Hunger Games, et Runway, donc une start-up qui est spécialisée dans l'IA. Et ils ont annoncé là il y a quelques jours qu'ils vont développer un modèle d'IA génératif personnalisé qui sera alimenté par le gros catalogue de films et de séries de Lionsgate, qui, soit dit en passant, n'est pas de la meilleure qualité. Et beaucoup dans le milieu pensent que cette alliance-là, elle va marquer un tournant majeur et que ça annonce une nouvelle ère pour la production cinématographique. Donc, quand on repense à ce qu'on disait aussi tout à l'heure aux récentes grèves des acteurs, des doubleurs du monde du cinéma à Hollywood, on est en plein dans leurs craintes, d'autant que dans le communiqué, le patron de Lionsgate
même s'il enrobe un peu les choses de jolies phrases, genre que ces outils vont nous permettre de faire le plus beau encore. Il y a même Waouh. une phrase qui a fait bondir, genre avec l'IA, le plus beau reste à créer. Bon, bah, l'objectif, c'est de faire des économies. Et il y a d'ailleurs un très bon épisode de podcast qui s'appelle Le pire podcast cinéma. C'est son nom, on le trouve sur les plateformes aussi, sur YouTube, qui développe ça cette semaine dans son épisode de lundi. Et il y a aussi HD Numérique qui a consacré un long papier sur le sujet et c'est vraiment très intéressant. Ouais, super. Écoute, on a pas mal de choses. Je suis d'accord. Merci pour ces exemples, Alice. Je vous propose qu'on prenne, et je vais prendre un petit peu quelques retours de celles et ceux qui sont avec nous, qui nous posent des questions. Il y a des très bonnes choses, par exemple, je remonte un tout petit peu le fil pendant que je vous parle. C'est Zénith qui nous dit, est-ce que ça va mettre les humoristes au chômage? Vous pensez que ça va mettre quelqu'un au chômage? Christian? Au niveau des humoristes, je ne pense pas, parce que là, pour l'instant, l'humour de l'IA, j'en ai pas vu beaucoup. À part les À part des hallucinations, c'est ça. Voilà, ce qui font vraiment rire. Moi, j'adore les offres de lapins et trucs comme ça, et bonnes recettes avec des chaises. Mais c'est vrai que, bon, à part ça, non, j'ai pas vu de créativité au niveau de l'IA, à part reprendre du coup ce qui a déjà été créé. Mais au niveau de la créativité, c'est ce qui a été mis dans les commentaires. Hein. C'est de toute façon que ce soit pour l'image, le son, le texte, et puis bah, du coup encore moins l'humour, et surtout pas les sentiments, les émotions. Bah, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est que des répliques, des morceaux de répliques. Mais pour l'instant, j'ai rien vu de flagrant de ce côté. Non. Ouais, et Tania nous dit, et je pense que c'est peut-être une des jolies punchlines de ce soir, l'IA c'est bien, mais sans une once de créativité, ce n'est plus rien. Comment vous réagissez là-dessus, Charles? J'ai fait réagir sur le commentaire de Tania. Oui, tout à fait. Et ça correspond à ce qu'on dit à la définition d'une IA générative ou même d'une IA tout court. Il n'y a pas que les IA génératives qui travaillent sur ces améliorations. C'est que la créativité, sans conscience de l'IA pour l'instant, qu'on ne voit pas arriver, pour le moment, ce n'est que la partie humaine. Et d'ailleurs, pour citer les grands auteurs, Renaud Descodes a d'ailleurs fait une capsule TikTok là-dessus, sur une IA qu'on avait mis dans un bac à sable et à qui on a demandé de créer des choses alors qu'elle avait rien. Et la première chose qu'elle a commencé à faire, c'est de casser les règles qu'on lui avait imposées. Et heureusement, c'était une IA en bac à sable, donc toute seule. Mais Renaud, tu pourras peut-être expliquer un peu plus. Donc c'est intéressant de voir qu'au final, s'il n'y a pas la créativité de l'humain, l'IA ne sait pas inventer pour l'instant quelque chose. Elle ne voit que les carrés du cadre où elle joue, mais elle ne sait pas imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière. Renaud, la parole est à toi. Pardon, j'avais coupé mon micro. Ouais, alors du coup, je trouve ça. Merci pour la ref, trop bien, c'est la grande classe. Je m'interroge du coup parce que, en gros, on est en train de se dire que les humoristes vont pas être les premiers à disparaître, et je suis bien d'accord, peut-être parce que l'humour, ça touche un truc qui ne peut pas être tout à fait algorithmique et qui d'ailleurs plaît pas à tout le monde et qui change d'une culture à l'autre. Bah ça, les IA, elles savent pas suivre, donc c'est cool. Par contre, il y a plein de métiers qui vont disparaître, d'emplois qui vont disparaître, peut-être pas des métiers. Maintenant, si on se retrouve avec des IA qui, heureusement, un bac à sable ou en dehors, sont capables de péter les règles qu'on leur a demandé de respecter, bah, c'est peut-être là de la créativité. Quand on regarde ce qu'est capable de faire aujourd'hui un O1 de OpenAI, c'est-à-dire prendre un concept, prendre un autre concept et les mélanger, peut-être que c'est ça la définition de la créativité. Est-ce qu'aujourd'hui un artiste, quel qu'il soit, qui a une super idée de, je sais pas moi, de prendre un vieil animé et de le remettre, de le faire tourner dans un film par des acteurs, on dit ouais, il est super créatif. Ouais, enfin une IA sait le faire aussi. Donc je sais pas où se trouve la créativité. Il y a peut-être un truc qui part de l'âme humaine et qui n'est pas aujourd'hui en phase d'être écrasé par l'intelligence artificielle. Puis il y a peut-être la créativité un petit peu basique qui consiste à reprendre un concept qui existe déjà et le changer un petit peu ou en faire une ressucée. Et ça, l'IA est parfaite pour ça. Donc je sais pas, il y a créativité et créativité peut-être. Tiens, je vais monter Tania qui dans les commentaires disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord. Bonsoir à toi Tania, merci de nous rejoindre. C'est en direct, c'est enregistré. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors, tu voulais réagir, tu n'étais pas Oui. tout à fait d'accord sur les propos qu'on a pu avoir. On t'écoute avec grand plaisir. Non, parce que du coup, en fait, des fois, quand vous laissez l'IA un petit peu divaguer toute seule, en fait, elle crée des choses qui a pas forcément grand-chose avec le sujet que vous lui avez proposé, mais finalement, des fois, elle-même, en fait, elle va interagir avec des choses que vous lui impliquez, soit, mais des fois, elle sort complètement du contexte et des fois, elle peut être surprenante. Une fois, je lui avais demandé, en fait, comme ça, pour rigoler, j'ai commencé à générer, en fait, des gorilles et tout, mais en lui laissant vraiment les sauges très, très divaguer. Elle a commencé à me créer des gorilles habillés, après des gorilles, alors que j'avais commencé à lui mettre dans la nature, en fait. Après, elle a commencé à me les détourner. Et donc, j'ai continué à la laisser faire petit à petit. Et en fait, elle peut vraiment surprendre jusqu'à un point où des fois, vous demandez s'il y a vraiment, si c'est juste une IA ou s'il y a quelque chose de plus, en fait, à l'intérieur. Pas tout le temps, parce que des fois, bon, elle fait vraiment des fois n'importe quoi, mais il y a des fois où c'est très surprenant, des fois. Est-ce que tu veux dire par là que c'est aussi cette capacité entre le créateur et la machine, cette capacité à faire du ping-pong et par l'échange qu'il peut y avoir, effectivement, et moi je pense que c'est le créateur qui va orienter en fait, hein, puisque c'est la qualité du prompt qui est des instructions qui font la qualité de la réalisation. Est-ce que tu penses que c'est dans ce ping-pong que le créatif peut lui aussi aller encore plus loin dans son acte? Oui, oui, ça, je suis d'accord. Parce que, pareil, à un moment donné, j'étais partie dans du thème du Van Gogh et tout ça. Et en fait, du coup, on en est arrivé entre l'IA et moi à carrément générer du bioméca en fait à l'intérieur du Van Gogh, en partant sur la base du Van Gogh tout basique, et on en est parti dans ses égarements et les miens à ça. Et finalement, j'en étais très contente en fait à la fin du résultat obtenu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est surprenant à la fois, mais en même temps, c'est fascinant. Je sais pas. Ouais. Des fois, ouais, ça laisse à réfléchir. Et alors justement, pour revenir sur le titre de cet épisode du podcast qu'on est en train d'enregistrer en direct, on l'a appelé IA et divertissement, la grande illusion. Euh, Renaud le lisait d'une certaine façon tout à l'heure, et un peu provocateur, mais c'était très très bien, ça nous a permis d'avancer dans le débat. Comment tu lis ce titre de ton côté, Tania? Je sais pas. On sait pas si c'est l'IA qui nous vertit ou si c'est... Je sais pas. Ça laisse à réfléchir, en fait. Ça laisse à réfléchir. Je vais prendre des commentaires, merci. Je vais prendre des commentaires de ces partisans qui nous disent l'IA ne fait que réactiver des neurones obtenus par tous les prompts des millions d'utilisateurs. C'est vrai, on le disait, hein, on le disait finalement, ça a été entraîné et ça moyennise les choses. Et je pense que la façon de sortir de la moyenne, c'est ce que disait Tania, finalement, c'est dans cet échange qui peut se passer. Et c'est là où le créatif, c'est amusant d'ailleurs, vous prenez deux personnes qui ont le même outil, qui ont la même IA, où il y a un créatif d'un côté, quelqu'un qui a un peu moins travaillé sa capacité à créer, les résultats sont tout à fait différents. Donc on voit bien que c'est l'humain qui fait la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Christian, de ton côté, tu vois ça comment, toi? C'est l'humain qui fait la différence? Ah oui, exactement. Oui, la créativité, elle reste du côté de l'humain. La machine, c'est vrai que là, c'est des maths, en résumé, c'est des maths qui supposent, qui anticipent, et j'ai perdu le bon terme. Mais c'est vrai que ça peut aider, et c'est vrai que c'est là où c'est pratique, ça peut aider dans la création. Par exemple, j'ai illustré, je veux créer une fleur, donc dans la tête, j'ai l'image d'une marguerite, donc je veux créer une fleur, donc je mets à l'IA, crée-moi une fleur. C'est vrai qu'elle peut me donner une tulipe à laquelle j'aurais jamais pensé, parce que j'étais pas dans cette tonalité-là, j'étais dans le blanc et jaune, du coup, il me sort du rouge. Donc oui, je pense que ça reste des super outils, mais que la créativité va rester côté humain, en tout cas pour l'instant. Parce que sinon, c'est vrai que l'IA, et ça vient dans le titre, hein, la grande illusion, je pense que c'est ça aussi. C'est que du coup, que l'intelligence artificielle générative, les IA génératives, donnent l'illusion, en fait, de vraiment être créative, et voire même des fois, on peut dialoguer avec elle, on peut se laisser piéger. Donc surtout quand on commence, et c'est super bluffant. Mais c'est vrai que ça reste, c'est peut-être là le mot illusion, je trouve qu'il a tout son sens dans notre thème. Moi, j'aime bien la manière de voir de Tania, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à tout ce qui est l'acte créatif pour le designer ou pour des artistes, en fait. C'est qu'on va s'interroger sur des choses, on va voir ce que ça génère. Parfois, ça peut nous conforter dans nos idées. Si on n'est pas trop sûr, on va se dire ah bah tiens, je vais suivre cette piste, et puis on va voir où ça conduit. Et c'est vrai que
ce qui est intéressant, c'est qu'à force de triturer ça, on arrive à générer des choses ou à des résultats qui sont parfois surprenants, inattendus et voilà. Et je pense que c'est ce qui est fascinant pour l'esprit, c'est de voir la vitesse à laquelle les choses sont créées. Il y a un côté inattendu. Pourtant, on sait très bien que c'est quelque chose qui est généré parce que finalement, c'est de la prédiction. C'est une base de prédiction, mais voilà, moi j'adore ça parce que finalement ça nous ouvre des univers pour peu qu'on aille, qu'on s'y intéresse, qu'on se dise comment je peux faire pour aller interroger tout ça, pour rentrer un peu plus dedans. Et donc voilà, c'est quelque part c'est un doux sentiment d'apprendre, de découvrir qui est assez, qui peut être assez enivrant. Moi, je trouve ça super sympa. Merci. Vous avez entendu un petit bruit là, c'est parce qu'il y en a qui offrent des roses et sur TikTok ça fait du boucan. C'est super chouette. Jean-Emmanuel, t'avais noté justement, et on parlait un peu de podcast et de data, t'avais noté un exemple intéressant. Oui, en fait, je pense que, j'ai deux personnes là en live qui pourront en parler peut-être mieux que moi, mais en fait, je parlais un petit peu de ce qui était sorti, de ce que Google avait sorti avec Notebook LM, que je trouve très intéressant parce que finalement, on peut s'en servir pour, je sais pas, créer l'histoire pour son enfant le soir, avec un podcast qui va raconter une histoire. Il y a tellement de choix, de possibilités que je trouve ça vraiment génial. Et puis la voix, c'est quand même quelque chose qui nous a suivis, qui nous suit depuis le début, parce que avant tout était oral, c'est-à-dire les transmissions étaient orales. Après il y a eu l'écriture, mais voilà, il y a une grosse tradition par rapport à ça. Et je trouve fantastique toute cette aventure, et puis même le fait que le podcast vienne comme ça, et puis qu'on puisse le générer par rapport à de la data, je trouve ça génial parce qu'il y a plein de choses derrière. Je sais pas toi, PPC et Renaud, ce que vous en pensez, ça peut être, je trouve ça un point intéressant. Ouais, justement, tu parlais de Notebook LM, c'est Patrick aussi dans la room qui nous signale ça. Je voulais vous faire écouter. J'ai testé cet outil plusieurs fois, puis j'ai testé ce week-end une autre façon, c'est-à-dire que je vais demander d'aller se renseigner et de décortiquer le podcast que je fais avec Alexandre. Il s'appelle Conversation avec une IA. On enregistre chaque semaine un épisode où on vient interviewer en audio une IA générative. C'est très souvent celle de ChatGPT, mais en audio. Et j'ai passé ces éléments à Google, donc le Notebook LM, et en quelques minutes, il m'a sorti un truc de fou. Je vais vous le faire écouter. C'est cet élément. Et tendez bien l'oreille. C'est en anglais. C'est assez surprenant. Ça va très très vite. Il y a deux voix. On en reparle juste après. AI as their guest. They're talking about the future of work. It's interesting that choice, right, to call it a conversation, not an interview or a debate. It really emphasizes a certain kind of dynamic. Totally. To me, it feels like they're going beyond just the technical stuff. Like, yeah, AI is cool and all, but how does it actually affect our lives, our relationships? And you've got this interesting pairing with the hosts too. PPC, who's, all about pushing the boundaries of AI. Right. And then Alessandro Cormare, who brings that entrepreneur's perspective, that real world experience. Yeah, that's got to be a fascinating mix of viewpoints, especially with the range of topics they're covering. Thinking about the future of work, how AI could change things. Absolutely. And then you add in things like, how do you raise kids in a world where AI is everywhere? How do you even begin to prepare for that? It's mind-blowing. It makes you think less about the technology itself and more about the implications. That's what really drew me. Definitely. And it's not all theoretical either. This podcast really asks us to confront how AI is already changing how we live, how we work, even how we relate to each other. Big question, but what does it mean to be human when AI is so intertwined with our lives? That's what we all have to figure out. Voilà, c'est juste très simple. Je veux vous faire réagir là-dessus. Moi, au départ, j'ai été un peu scotché. Vous voyez les choses comment? Qui veut réagir? Renaud peut-être, et puis après Léa?
Ouais, c'est vrai que c'est assez bluffant. Après, ça va même plus loin que le podcast. Voilà, dans mes précédents lives des derniers jours, on a pas mal joué avec Agen et les avatars. Donc, on peut avoir le son, on peut avoir les gestes, on peut avoir l'image de quelqu'un effectivement totalement simulé. On branche ça avec des IA et c'est absolument génial. Moi, je trouve que ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le départ de ce qu'on vient d'entendre, c'est une conversation que vous avez eue, vous les humains, et que vous avez enclenchée. Vous avez été challengé l'IA. Bah voilà, ça part quand même de l'humain. Maintenant, je voudrais un tout petit peu faire réfléchir sur le fait qu'on peut élargir un peu tout ça, parce que je ne sais pas si c'est le sens du titre du podcast, mais on parle d'IA générative, là, ensemble depuis tout à l'heure. Les IA génératives sont des modèles qui sont basés sur nos données d'humains à nous, que ce soit les IA génératives de texte, d'images ou autres. Elles sont entraînées sur nos données à nous. C'est des IA qui sont faites pour nous simuler. Donc quand on leur fait le reproche de dire en fait ça fait juste aussi bien que nous, ça veut dire qu'elles sont parfaites, puisque c'est leur but de nous simuler et pas forcément de nous dépasser. Il y a d'autres IA qui existent. Il y a du deep learning qui existe. On parlait de créativité tout à l'heure. On pourrait s'amuser à non pas mettre une IA générative sur de la créativité, mais une IA de deep learning. C'est-à-dire on lui donne des règles du jeu, on lui dit voilà, t'es un bonhomme avec 2 jambes et 2 bras et tu dois partir de tel parcours et arriver à la fin de ce parcours-là avec les obstacles qui sont dessus, essaye. Et ces IA-là, elles sont faites pour de la créativité que nous n'avons pas, nous, humains. Elles vont inventer des chemins, elles peuvent inventer des images, elles peuvent inventer des sons, elles peuvent inventer des voix, elles peuvent inventer des conversations que nous n'avons pas. Mais là, c'est pas des IA génératives, c'est d'autres genres d'IA. Donc il y a aussi cet autre genre d'IA qui existe. Maintenant, si on considère uniquement les IA génératives, ouais, elles sont de plus en plus capables à une vitesse extrêmement grande, parce que la hype de l'IA générative, c'était il y a 2 ans, hein, c'est très très récent, et elles sont aujourd'hui déjà capables de nous bluffer dans une conversation de podcast, dans un avatar vidéo ou autre. Donc c'est déjà absolument bluffant. Je pense moi qu'on va atteindre des limites, mais que dans le monde capitaliste dans lequel on est, bien sûr qu'il y aura de l'argent à se faire à dépasser ces limites. Et je pense que la créativité humaine ou la qualité humaine a pour vocation à être dépassée. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Je dis que je le sens quand même comme ça. Là, on est sur une première marche, l'IA capable de faire aussi bien que l'humain. On est en train d'y arriver, et il y aura peut-être plus après. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais on verra. Ouais, je te rejoins. Guillaume nous dit que l'homme a produit reste sommaire par rapport à ce qu'a fait la nature, et il reste beaucoup de champs, des possibles et des opportunités. Moi, j'avoue que sur cette expérience de Notebook LM, j'ai été bluffé. Alors, la qualité sonore, bon, on se dit, OK, ils se sont branchés sur tous les podcasts américains qui cartonnent, et avec là, ils ont nourri, donc ça sera vérifié comment ils ont fait, mais nourri une machine. C'est bien fait. Là où j'étais surpris, c'est la capacité aussi à générer un contenu où on a l'impression, quand on les entend, qu'il y a une prise de recul. Honnêtement, ils ont amené 2 ou 3 couches de réflexion, de prise de hauteur, de remise en perspective, des choses qui n'étaient pas présentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une couche d'analyse avant de la génération de ces éléments de contenu. Alice, je voudrais te donner le micro parce que tu as repéré aussi, tu en as regardé pas mal de ces créations-là, et tu as repéré qu'il y avait un sacré biais, en fait. J'en ai consulté quelques-uns. Après, peut-être pas assez pour m'assurer que c'était totalement représentatif. Et puis bon, peut-être que j'ai un petit filtre, un petit biais moi aussi. Et puis bon, les IA, elles peuvent pas être neutres vu qu'elles sont paramétrées par des humains qui le sont pas et qu'elles génèrent à partir de contenus qui le sont pas non plus. Mais je me demandais si le rôle, comment dire, j'avais l'impression que dans les différentes versions que j'avais pu entendre, que c'était un peu monsieur qui tenait l'émission et madame qui faisait les relances. Je ne sais pas si vous avez eu cette je vous propose impression. qu'on vérifie, puis quand vous envoyez passer, vous le signalez comme ça. Ils vont peut-être changer un peu leur algo, ça fera pas de mal. Tania, je te propose de réagir aussi là-dessus, si tu le veux bien. Je te passe le micro. Pour l'instant, je sais pas, je vous écoute, mais il y a des trucs, ça me laisse encore perplexe, alors je sais pas trop où me positionner. Bon, ok, perplexe est le deuxième mot-clé de la soirée, pas de souci. Charles, comment tu vois ça, toi ?
Bah écoute, on en rigolait là dans le chat. Moi, ça m'a rappelé mes cassettes en cours d'anglais au collège, les voix, tu sais. Alors certains peut-être connaîtront le sketch de Gad Elmaleh avec Brian is in the kitchen. Donc oui, ça n'a pas dépassé l'humain. Je suis complètement d'accord avec Renaud. Encore une fois, c'est une somme de probabilités, hein, les IA génératives. C'est pas péjoratif, c'est juste que les gens ne cherchent pas une somme de probabilités, ils cherchent quelque chose qui sorte de leur ordinaire, de leur quotidien, de trouver quelque chose un peu plus marquant. Ce qui me fait penser que justement, d'ailleurs, ce qui est marquant reste, et c'est ce que disait Guillaume, il disait ce que l'homme a produit reste sommaire par rapport à ce qu'a fait la nature, il reste encore des champs. Je vous laisse apprécier la poésie de sa remarque, mais oui, c'est sûr qu'il y a en fait l'homme va continuer techniquement toujours de se dépasser, mais dans l'originalité, encore une fois, il reste le maître dans le domaine. Maintenant, quand on va parler en termes de divertissement, pour se remettre du côté de l'audience avec l'IA, avec ses nouveaux podcasts, etc., est-ce que l'audience va rester dans la durée sur ces nouveaux formats qui risquent d'être produits? Je dis n'importe quoi parce que, comme tu disais, comme on le disait au début, on peut s'imaginer de faire un podcast où on a Pierre Ninet en train d'interviewer Steven Spielberg avec à côté Dario Argento qui intervient pour discuter de la géopolitique. Et on se dit, mais ça va être complètement fantastique. Ils ont des personnalités différentes. On peut même imaginer, en s'inspirant des écrits, d'avoir un regard croisé entre Churchill et Enoch Stagg sur les possibilités que la mer a pour faire de nouvelles aventures. On pourrait imaginer plein de trucs. Ça reste des bizarreries dans le sens où c'est improbable que ça puisse passer dans la réalité, mais est-ce que les gens dans la durée vont continuer à apprécier ces choses-là ou ne vont-ils pas se lasser parce que ce sera un petit effet de mode. Là où, tu vois, je repensais à des films comme Le Parrain, comme des grands classiques de Disney, même hein, Le Roi Lion, Aladdin, tu vois, comme tu parlais des vinyles, des anciens films qui à l'époque n'avaient pas forcément la plus belle image, mais qui donnaient un caractère et un charme très spécial et qui encore aujourd'hui sont maîtres dans leur domaine, sont encore des références, voire même plus que des références, comment dire, des œuvres inatteignables par rapport à ce qu'elles ont réalisé. Et à l'époque, il n'y avait pas d'IA. Est-ce que demain, une IA serait capable de faire aussi bien que des chefs-d'œuvre existants et qui perdurent dans le temps? Et on va même plus loin. On parle de l'IA dans l'utilisation du cinéma, mais est-ce que demain, une IA serait capable de nous faire une pièce de théâtre comme Corneille ou Racine pouvaient le faire? Est-ce qu'elle serait capable de nous raconter des histoires à la Victor Hugo? Voilà, il y a aussi ça. Donc, est-ce que l'élève dépassera le maître? Je doute honnêtement sur leur capacité à le faire. Jusqu'où vont pas le pouvoir, jusqu'où ces IA vont pouvoir être invasives en fait hein, dans tous ces sujets. L'invasion secrète peut-être, hein, c'est ça. On peut peut-être en parler un petit peu. Bah oui, alors il y a eu un effet là avec Disney. Voilà, vous l'entendez en fond sonore, vous l'entendez peut-être que certains beaucoup la découvrent parce que c'est une série qui a fait un flop, mais elle a fait beaucoup parler d'elle, non pas par la qualité de son scénario, mais par l'utilisation de l'IA dans son générique. À une époque où il y avait encore la grève avec les scénaristes et comme le disait Alice, il y avait encore des questions qui étaient restées en suspens. Et quand ils ont interrogé l'un des producteurs de la série, ils étaient fascinés et ils ont dit, pour ceux qui ont la référence, ils ont dit que c'était un peu inéluctable d'utiliser l'IA dans la création. Et ce qui les intéressait, et ce qui les a épatés, c'est qu'ils ont donné à l'IA un texte, un prompt sur les skulls. Donc les skulls, c'est une race extraterrestre qui peuvent prendre votre apparence ou l'apparence d'autre chose. Donc c'est un peu ils peuvent se métamorphoser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le générique, on voit que tous les personnages qui sont présentés dans le générique se métamorphosent eux aussi. Donc ça donnait déjà un petit peu l'idée, le ton de la série. Simplement, c'était pas encore les IA comme on a aujourd'hui. Donc le rendu est quand même très brouillon. C'est très difficile de comprendre où ils veulent y aller. Et c'est d'un point de vue artistique. Aujourd'hui, vous avez deux choix pour une série. Soit vous faites un générique très court, mais avec qui fait une petite référence. Je pense notamment à tout ce qui a été comme Doctor House ou des séries comme ça, c'était très court. Ou vous en faites un écrin, une œuvre d'art à part qui va marquer l'identité de la série, qui va marquer public. On a des exemples très forts comme ça avec, par exemple, Amicalement Vôtre, qui a été l'un des premiers à faire parallèle entre les deux personnages et à fur et à mesure on les voit arriver entre tout petits
le destin parallèle entre les deux, et ils arrivent aujourd'hui. On en a plein d'autres comme ça où à chaque fois ce sont des manières soit de donner des extraits qui donnent une idée de l'ambiance de la série, soit ils ont essayé de changer la manière d'amener le générique dans l'expérience de l'audience. Magique. Christian, un rebond là-dessus. Écoute, j'ai découvert ça grâce à Charles, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que je comprends aussi le désarroi, la stupéfaction hein, par rapport à cette création, enfin entre guillemets création, parce que c'est vrai que ça a été fait avec les IA. Et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que la création, on a encore du chemin, je pense, à faire. L'IA est très sympa pour travailler avec elle. Mais voilà, ça reste loin et ça reste que des illusions. Et c'est vrai que par rapport à ton cas, ton exemple, hein, PPC avec Notebook LM, c'est vrai que ça peut paraître bluffant. Donc moi, la vitesse d'élocution m'a fait super sourire. Hein. On dirait que ça va super vite. On dirait que c'est en train d'annoncer des motions, des mentions légales en fait dans une bande radio. Ça va à toute vitesse. C'est vrai qu'après, il y a des usages qui pourraient être intéressants. Donc là, elle est entraînée avec des contenus audio, hein, si j'ai bien compris, anglophone. Donc du coup, ça peut être pas mal pour retranscrire et réinterpréter, en fait, pas juste transcrire un contenu autrement. Puis en allant plus loin, et ce que tu disais, donc toi, je ne savais pas, c'est que du coup, c'est toi qui es à la source du premier podcast qu'elle a du coup réécrit, hein, en gros, derrière. C'est que du coup, elle a fait 2 couches en fait d'analyse pour compléter. Donc, c'est pas juste des pronostics. Non, c'est pas de la transcription, c'est vraiment, il y a une couche de réflexion derrière, de prise de hauteur. Rien que c'est déjà le sujet pour que un LM te sorte ça. Alors peut-être que O1 peut peut-être le faire maintenant, tu vois, chez OpenAI, mais là il y a les couches. Et moi, ce qui m'a fait plaisir en fait, et je fais pas de pub pour Google ou autre, mais c'est quand même ceux qui ont inventé le T des transformers de GPT. Je me souviens d'une Google I.O. en 2018, ouais, où ils ont présenté de l'IA qui permettait de parler et de prendre des rendez-vous. En fait, ils ont testé ça d'ailleurs dans plusieurs restaurants aux États-Unis. Donc, tu pouvais utiliser ton Google Agenda qui appelait des restaurants pour faire des réservations à ta place. Donc, ils l'ont testé. Bon, c'était 2018, ça paraît il y a super longtemps. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils arrivent, ils ont toujours un coup d'avance, peut-être moins bon en marketing et com, mais en tout cas, il y a du lourd derrière. Ça suppose plein de sujets, plein de transfos. Je vois l'heure qui tourne, et oui, parce que ce podcast dure 1h30, et ça fait maintenant 1h20, 1h19 qu'on a tourné. Il y a 2 parties qu'il faut qu'on traite absolument, donc je pense qu'on reviendra, et on prendra rendez-vous, je vous donnerai une date pour le prochain enregistrement en direct. Alice a fait un super boulot de veille, elle fait un boulot de veille sur l'IA, et elle a des recommandations à nous donner. On va parler bouquin. Alice, c'est à toi. Côté bouquin, c'est vrai que, comment dire, pour le coup, c'est pas des recos très récentes, hein, mais bon, elles sont toujours pertinentes, d'après moi. La première, c'était L'intelligence artificielle n'existe pas, de Luc Gilliat en 2019. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de rajouter un livre de plus sur leur pile de livres à lire, il y a eu un podcast de Tech Café le 7 juin dernier où les Guillaume l'interviewent et lui demandent à quel point ça a évolué sa vision sur l'intelligence artificielle a évolué depuis, et donc spoiler peu. Et le deuxième livre, c'est le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford, que j'ai pas encore fini de lire, mais qui sur les 2 premiers tiers, en tout cas, ça revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, vu qu'elle explore les impacts sociaux, environnementaux, éthiques de l'IA. Et donc, Kate Crawford montre que l'IA n'est pas neutre, parce que justement, elle est créée par des gens qui ne le sont pas. Et donc, ça reproduit les travers existants dans la société. Elle va examiner vraiment les ressources qui sont extraites pour fabriquer la tech, pour nourrir la tech, et les conditions de travail aussi qui la soutiennent, et l'utilisation des données personnelles. Donc, elle souligne tout ça, les biais algorithmiques, et elle appelle à une approche plus responsable et plus équitable.
Et autrement, à part ces 2 livres, il y a pour ceux qui veulent se constituer justement à l'inverse une bonne pile thématique sur le sujet, il y a développer.com qui a sorti une liste de 43 ouvrages, donc il y a vraiment de quoi aller picorer, 43 ouvrages qui parlent que de l'IA, donc il y a vraiment de quoi aller picorer dedans. Donc l'adresse c'est intelligence-artificielle.développer.com. Voilà, vous trouverez tout votre bonheur. Merci Alice pour /livre. Merci pour cette pépite. Alice est toujours très vigilante et qui écoute plein de podcasts et on fait un grand coup de chapeau à l'ami Guillaume Vendée. Voilà, Tech Café qui lâche rien, qui cartonne. C'est fantastique. Allez, dernier tour de piste sur cette IA. Et demain, l'IA et le divertissement. Et si on se dit et demain, vous voyez les choses comment? Je vais passer le micro, à Renaud. On y va, Renaud. Comment tu vois les choses demain? Ça, on va vers où, là? Je sors ma boule de cristal. Ouais. Eh ben, je pense d'une part que les IA génératives telles qu'on les connaît vont nous permettre d'explorer toutes les idées créatives qu'on n'a pas encore eues. Et ça, je pense que c'est une excellente chose. C'est-à-dire que main dans la main, l'humain et l'IA, on va pouvoir explorer toutes les idées qu'on n'a pas encore eues et qu'on serait capable d'avoir, mais l'IA va nous aider à ça. Donc on va peut-être avoir des dingueries qui vont sortir et de notre cerveau et des capacités de l'IA. Je pense qu'après, il y a des chances qu'on ait notre destin du divertissement en main. La grande illusion ou pas la grande illusion, pour le bien de l'humanité ou pas. Je pense que ce sera aux humains de décider. Donc de pas décider de regarder Hanouna tous les jours, mais de décider de choses qui nous inspirent, parce que je pense qu'on va arriver dans des systèmes dopés à l'IA qui vont nous permettre de personnaliser les œuvres qu'on va vouloir regarder. Donc si demain on a une IA qui est capable de nous pondre automatiquement une série à la Netflix avec nos idées à nous, tiens, j'ai envie de voir un truc avec des dragons, mais dans une époque post-apocalyptique, bim, vas-y, génère-moi ça, ça va être capable de le faire. Est-ce que les humains seront assez sages, auront suffisamment de recul et d'intelligence humaine pour dire, tiens, je vais essayer d'inventer autre chose aujourd'hui, plutôt que d'inventer exactement la même chose qu'hier et avant-hier et de tourner en boucle? Je pense que le défi de l'humain par rapport à l'IA, il arrivera à ce moment-là. Bien posé. Je pense que ta prédiction ou ta boule de cristal repose sur un sujet, la confiance en l'être humain, à mon sens. Autre passage, merci beaucoup Renaud, c'est super. Jean-Emmanuel, et demain, tu vois les choses comment, toi qui es designer en plus? Demain, moi je vois surtout qu'il va falloir mettre de l'IA partout, mais surtout l'apprendre aux gens, parce que c'est ça en fait qui fera qu'on avancera, c'est-à-dire que c'est bien beau de prompter quelque chose, mais il faut savoir bien le prompter, bien l'enrichir, bien l'interroger, et c'est ça qui fera la différence et qui fera que tout le monde avancera et qu'il n'y aura pas des écarts qui vont se creuser malheureusement. Voilà, parce que il y en a qui resteront à côté. Comme on a pu. Alors, je sais pas, peut-être que c'est à nous de lutter comme on l'a fait humblement pendant quelques années sur le digital, peut-être le faire avec l'IA. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Ouais, je te rejoins. Moi, je pense que ceux qui sauront finalement rentrer sur cette côté, non pas consommateur, mais plutôt créateur et aller plus loin, c'est ceux qui s'en servent et qui vont continuer à s'en servir et à trouver et à chercher des chemins de traverse, parce qu'en fait c'est dans les chemins de traverse que se passent les meilleures histoires et pas tellement sur l'autoroute finalement, parce que l'autoroute c'est un peu triste. Reprenez les nationales 7, vous allez voir, vous allez vous régaler. Alice, comment tu vois demain cette IA de divertissement? Tu vois ça comment dans ta boule de cristal? Mais on a vu déjà tout ce que la technique, que ça avançait déjà à une vitesse de dingue et que on peut imaginer que, sauf à avoir quelque chose qui bloque, typiquement, est-ce que ce serait pas peut-être financièrement que le blocage va arriver, dans le sens où il y a quand même des entreprises qui dépensent des milliards et des milliards pour des choses qu'ils mettent à dispo du grand public, mais qui à ce jour ne rapportent pas beaucoup d'argent. Mais je voudrais rebondir sur l'IA demain, le divertissement de demain, un peu ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est que il y a une certaine, même si l'IA va être nourrie par la créativité humaine, elle peut vraiment surprendre par l'hybridation des choses qu'elle peut réaliser, et donc avoir
proposer une certaine sorte de créativité. Donc je pense qu'il y aura, comme on le disait un peu en début d'épisode, il y aura peut-être une patte made by humans que ça va faire ressortir, ou peut-être que justement, à force d'avoir une trop grande uniformisation du contenu, parce que tout le monde utilisera un peu les mêmes outils avec un peu la même manière de prompter, mais comment dire, c'est la vraie originalité, la vraie créativité, qu'elle soit principalement humaine, je pense, mais ou proposée par des IA via de l'humain derrière, qui, on peut, souhaitons-le, sortira du lot. Très clair. Je vais passer le micro à Christian, puis après, je poserai cette même question à Tania. Christian, comment tu vois les choses dans les années qui viennent, ton point de vue? Écoute, déjà, c'est vrai que l'évolution technologique qui va vite, donc c'est vrai qu'on va peut-être dépasser le temps actuel qui est encore des démos, hein, c'est des petits exemples d'un peu de tout qui sont bluffants, mais peut-être qu'on aura des vrais contenus plus longs. Puis moi, je vois bien, par contre, c'est vraiment, on l'a dit plusieurs fois de façon différente, il y a toujours l'humain dedans, on fait que le répéter, encore juste avant moi. Et c'est vrai que c'est la collaboration, moi, que je vois bien avec, une fois qu'on l'aura bien appris à l'utiliser, hein, ce qui est important, ce que disait Jean-Emma. Et c'est vrai que la collaboration humain, intelligence artificielle, donc c'est vrai que là, au niveau de la création, pour revenir dessus, qu'on dépasse le stade illusion, du coup, de l'effet waouh, mais qu'il y aurait une vraie collaboration pour repousser les limites de la créativité, en fait, et que ce soit vraiment un outil pour générer du coup d'aide aux idées, aux visuels, musique, scénario, etc., donc dans l'écriture. Mais voilà, donc qu'on arrive à une vraie collaboration et pas juste un petit effet waouh comme actuellement, où on ne peut que des bandes démos. Ouais, tu rejoins un peu sur tes propos ce que nous disait tout à l'heure Tania. Tania, de ton point de vue, tu vois les choses comment, ce futur, tu le vois de quelle couleur? Alors, beaucoup d'incompris, à mon avis, de discorde, pas mal d'évolution aussi. Et je pense qu'il va falloir qu'il y a pas mal de. Comment dire ça? Je pense qu'il va falloir qu'on se dépasse pour sortir de notre zone de confort. Parce que, à mon avis, on va commencer à faire comme d'habitude. On est content d'avoir quelque chose, mais on va se satisfaire de ce qu'on a et on va arrêter de se dépasser. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se surpasse et qu'on essaye d'évoluer ensemble et pas de se tirer dans les pattes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester l'IA parce que pour eux on leur vole certaines choses alors que pas forcément, et que ça pourrait même leur apporter des choses. Donc voilà mon point de vue. J'aime beaucoup. Merci, se surpasser, hein, à essayer d'aller chercher un peu plus loin. Voilà, remettons-nous un peu en question. Et puis, il faut le faire, je pense, en collectif. C'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. De toute façon, on a toujours vu que la créativité, c'était de faire avec et pas contre, finalement. Charles, allez, le mot de la fin. Comment tu vois les choses? Alors, oui, je vois deux aspects. Il y a le premier, effectivement, et c'est vrai que dans l'art ne fait que s'additionner. Hein. C'est pas parce que Picasso a inventé le cubisme que derrière on a oublié tous les grands peintres de la Renaissance, etc. Donc ça, c'est la magie et c'est le côté positif de sortir de sa zone de confort dans la créativité, dans la manière d'imaginer, d'inventer, ou même là on le voit. Hein, il y a des contenus qui sont en train de se faire sur le fait de comment l'IA est en train d'intégrer notre quotidien, ne serait-ce que ça. Donc, qu'est-ce que ce sera demain quand l'IA va repenser le Comte de Monte Cristo avec des nouveaux réalisateurs, etc. Ce sera passionnant. Et puis, il y a un autre aspect qui va être plus difficile, dont on parlait aujourd'hui, qui est lié au divertissement, à la création. C'est tout ce qui va être lié au droit et au final, à qui revient de droit ces nouvelles créations. Et là, va y avoir beaucoup plus de freins au changement, notamment sur la notion des droits d'auteur. On en parlait. Peut-être que ça va devoir se réinventer. Il va y avoir un peu de casse. Et c'est là où ça va être très compliqué parce que ça va chambouler beaucoup de choses dans notre société. Mais encore une fois, ça peut se faire avec, ou ça peut se faire contre, mais en général, c'est ceux qui vont être avec qui vont plus facilement ressortir du lot et réussir à avancer dans le bon sens. Un grand merci, mes amis, pour votre présence pendant cet enregistrement de ce podcast. Merci à vous tous d'avoir été actifs, pour vos propos, pour vos témoignages aussi magnifiques. Merci à celles et ceux qui étaient dans les commentaires. Et je voudrais mettre peut-être le mot de la fin avec un message que vient de nous donner Guillaume et qui pose une question fantastique. Mais finalement, a-t-on besoin de l'IA pour vivre dans certaines illusions? Connected Mate.